Je suis rentré tôt avec des pâtisseries de la boulangerie qu'elles adoraient. S'il la prend, nous perdons tout. Je suis resté figé, sous le choc, écoutant toute la conversation entre ma femme et sa fille. Je suis rentré tôt avec une boîte de pâtisserie encore chaude sur le siège passager. La cannelle et le sucre frit emplissaient l'habitacle de mon vieux berlingot comme un piètre réconfort. Je n'étais même pas encore dans la cuisine quand j'ai entendu la voix de ma femme, basse et pressante. Le genre de murmure qui n'est pas fait pour la lumière du jour. S'il la prend, a dit Lydie, nous perdons tout. Et puis Manon, ma belle-fille, l'enfant que j'ai aidé à élever, a répondu, calme comme une femme lisant une liste de courses, il ne le saura pas. Il ne regarde jamais. Je suis resté là, la main encore sur la poignée de porte, le souffle coupé. Et pendant une seconde, le monde entier s'est réduit à un son simple et stupide, le léger déclic de ma propre clé tournant dans la serrure, comme si je venais de m'enfermer à l'extérieur de ma propre vie. Je vous raconte ce moment en premier parce que c'est de toute façon là que tout a abouti. Juste là, au seuil de ma cuisine, en apprenant la vérité à la dure. Mais la falaise dont je suis tombé n'a pas commencé ce soir-là. Elle a commencé des années plus tôt à Tours, en Indre-et-Loire, dans une petite maison à 2 étages d'une rue où les gens tondent leur pelouse le samedi et vous saluent de la main comme s'ils le pensaient vraiment. Je m'appelle Richard Hébert. Tout le monde m'appelle Richie. J'avais 56 ans cet hiver-là, avec un genou gauche mal en point à cause de trop d'échelles et de trop de chaufferie d'école, et un travail qui ne faisait pas les gros titres mais qui assurait le bon fonctionnement de la ville. J'étais le responsable de la maintenance pour les écoles publiques de Tours. Cela signifiait que je savais reconnaître le bruit d'un système sur le point de lâcher. Une chaudière ne meurt pas subitement. Un tuyau n'éclate pas sans prévenir. D'abord, il y a un cliquetis, un sifflement, une goutte qui apparaît sur la dalle de plafond comme un bleu. On apprend à écouter. Je pensais que j'écoutais aussi à la maison. Lydie et moi étions mariés depuis 15 ans. Elle en avait 52, travaillait à l'accueil d'un cabinet dentaire sur l'avenue de Gramont, et c'était le genre de femme qui connaissait l'anniversaire de tout le monde et oubliait le sien. Elle n'était pas extravagante, elle n'était pas cruelle, elle était pragmatique. Du moins, c'est ce que je me disais chaque fois qu'elle devenait cassante avec moi à propos de l'argent ou me disait que j'étais trop indulgent avec Manon. Manon avait 29 ans à l'époque, c'était la fille de Lydie d'un premier mariage. Son père biologique, Antoine, vivait à Blois et se pointait quand ça lui chantait. Moi, j'étais là tous les jours. J'ai payé pour son appareil dentaire. Je lui ai appris à conduire sur le parking vide derrière le carrefour. Je me suis assis dans les gradins à ses matchs de volley-ball avec un thermos de café pendant que le vent transperçait ma veste. Quand elle a été diplômée de l'université de Tours, j'ai pleuré plus que Lydie. Non pas parce que je suis sentimental, car je ne le suis pas d'habitude, mais parce que j'avais l'impression que c'était la preuve que toutes ces années à essayer d'être stable avaient signifié quelque chose. Alors, quand Manon m'appelait papa, je la croyais. Ce vendredi, le jour où je suis rentré tôt avec les pâtisseries, a commencé comme tous les autres. C'était début décembre, le genre de froid qui donne au ciel une couleur d'aluminium. J'étais debout depuis 5 heures du matin parce que la chaudière d'une des écoles primaires faisait un bruit qui ne me plaisait pas. J'ai passé la matinée dans une pièce en béton qui sentait la rouille et le carton mouillé, à écouter la vieille unité cliqueter comme si elle avait quelque chose à dire. À midi, nous avions maîtrisé la situation. Un raccord usé, rien de dramatique, mais le directeur d'académie avait une réunion et le directeur voulait être rassuré. Au moment où je suis finalement monté dans mon camion, j'avais l'impression que mes épaules étaient remplies de sable. Sur le chemin du retour, je suis passé devant la petite boulangerie de la rue Nationale, chez Martin, celle que Lydie aimait parce que le propriétaire mettait toujours un pain au chocolat de plus dans le sac pour Richie. Lydie aimait les chaussons aux pommes, et Manon avait un faible pour les torsades glacées. C'était devenu une petite routine, mon offrande de paix après une longue semaine. Je suis entré, la cloche au-dessus de la porte a tinté, et la chaleur m'a frappé le visage comme une main. L'endroit sentait la levure, la cannelle et la vanille. Pendant un instant, j'étais juste un homme fatigué qui achetait des douceurs pour sa famille. La femme derrière le comptoir a souri. « Richard, vous êtes en avance. » La chaudière s'est bien comportée, ai-je dit, et elle a ri comme si elle avait entendu cette phrase une centaine de fois. J'ai conduit jusqu'à la maison avec la boîte sur le siège à côté de moi. Je me souviens avoir pensé à la façon dont Lydie lèverait les yeux au ciel en disant « Tu nous gâtes »,
et comment Manon ferait semblant de s'en moquer mais prendrait toujours la première bouchée. C'est ça, le problème avec la trahison. Elle ne s'annonce pas. Elle attend que vous vous sentiez généreux. Je me suis garé dans l'allée à 15h47. Je le sais parce que l'horloge de mon camion avançait de 5 minutes depuis l'été et j'avais cessé de lui faire confiance. J'ai jeté un œil à mon téléphone par habitude. 15h47 exactement. La voiture de Lydie était là. Ça m'a surpris. D'habitude, elle ne rentrait pas du cabinet dentaire avant 17h. J'ai porté la boîte de pâtisserie jusqu'à l'entrée. L'air sentait la neige et les feuilles mortes. La lumière du porche était encore allumée bien qu'il fasse jour. Lydie faisait ça parfois quand elle était à la maison, comme si elle ne voulait pas que la maison paraisse vide. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, je suis entré dans le calme. Pas de télévision, pas de radio, juste le léger bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge murale que Lydie avait acheté chez Cultura parce qu'elle avait un air, maison de campagne. J'ai accroché mon manteau au crochet près de la porte et j'ai fait un pas vers la cuisine. C'est là que je les ai entendus. D'abord la voix de Lydie, venant de la cuisine comme si elle fuyait à travers les placards. S'il la prend, a-t-elle chuchoté, nous perdons tout. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. Ma main s'est resserrée sur la boîte de pâtisserie jusqu'à ce que le carton se plie un peu. Manon a répondu de quelque part près de la table. Il ne le saura pas. Il ne regarde jamais. La voix de Lydie tremblait. Richard n'est pas stupide. Non, il ne l'est pas, a dit Manon. Il est juste occupé. Il ne veut pas se disputer. C'est pour ça que ça marche. Il y a eu un bruit de raclement, des pieds de chaise sur le sol en vinyle. Un froissement de papier. Puis Manon à nouveau, plus bas. Maman, tu as bien fait. Nous n'avions pas le choix. Lydie a soupiré. Je déteste lui mentir. Ce n'est pas mentir, a dit Manon, et l'aisance dans son ton m'a retourné l'estomac. C'est le protéger. Nous protéger. Je suis resté là comme si j'avais été changé en statue de pierre. Le seuil de la cuisine était juste devant, mais je ne pouvais pas me résoudre à y entrer. Une partie de moi voulait faire irruption et exiger des réponses. Une autre partie, la plus grande, voulait sortir de ma propre maison et prétendre que je n'avais jamais entendu mon nom prononcé de cette manière. J'ai baissé les yeux sans le vouloir, et c'est là que je l'ai vu. Sur le bord du comptoir de la cuisine, à moitié couvert par un torchon, il y avait un dossier manie avec un post-it bleu vif collé dessus. Le mot portait mon nom, écrit de la main de Lydie, Richard à ne pas déplacer. Ma gorge s'est asséchée. La voix de Lydie a continué. Et si Franck de la caisse de crédit appelle? Et s'ils envoient quelque chose par la poste? Manon a fait un bruit agacé. Ils n'appelleront pas à la maison. Tout est en ligne, et tu as déjà changé l'adresse postale. Changer l'adresse postale. Mon esprit a essayé de s'accrocher à cette phrase, mais elle m'a glissé entre les doigts comme de la fumée. Je sentais mon cœur battre dans mes oreilles. Je pouvais sentir le goût du sucre dans l'air provenant de la boîte de pâtisserie, et soudain, ça m'a écœuré. Lydie a de nouveau parlé, et il y avait de la panique dans sa voix. Manon, s'il te plaît, dis-moi que tu es sûr que ce papier est en règle. Que la signature est parfaite, a coupé Manon. Elle ressemble à la sienne. Il signe 1 millier de bons de travail par semaine. Tu crois qu'il va la comparer? Signature. Mes genoux ont fléchi. J'ai dégluti, et le son m'a paru énorme dans ma propre tête. Lydie a baissé la voix encore plus. S'il la prend, nous perdons tout. Et puis, comme un mauvais écho, Manon l'a répété avec une sorte de confiance qui m'a glacé plus que l'hiver tourangeau dehors. Il ne le saura pas. Je devrais vous dire quelque chose sur moi. Je ne suis pas du genre à crier. Je ne suis pas un homme qui donne des coups de poing ou qui casse la vaisselle. J'ai passé toute ma vie à réparer des choses. Et on ne répare rien en agitant une clé à molette dans tous les sens. On répare en restant calme, en trouvant d'où vient la fuite, en coupant l'eau avant que tout ne soit inondé. Alors, j'ai fait la seule chose que mon corps me laissait faire à ce moment-là. J'ai reculé. La lame de plancher sous ma botte a grincé. Les deux voix se sont tues instantanément. Le silence est tombé sur la cuisine comme une couverture.
Je me suis figé. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'elle l'entendrait. Puis Lydie a appelé, en essayant de paraître normale, « Richie, c'est toi ?» Je ne pouvais pas répondre. Si j'ouvrais la bouche, je n'étais pas sûr de ce qui en sortirait. Un cri, un sanglot, quelque chose de laid. J'ai resserré ma prise sur la boîte de pâtisserie. Mes doigts tremblaient. Et c'est là que la stupide boîte a glissé. Elle a heurté le parquet avec un bruit sourd. Pas fort, mais assez fort. Le couvercle s'est ouvert, et une torsade glacée en est sortie en roulant, comme si elle essayait de s'échapper. Je l'ai regardée fixement. J'ai vraiment fixé un beignet sur mon sol comme si c'était la chose la plus importante de ma vie. Parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin de quelque chose de simple sur quoi me concentrer, quelque chose que je pouvais réparer. Je me suis penché lentement, mon genou se plaignant, et j'ai ramassé la torsade. Le glaçage collant s'est accroché à mon pouce. Derrière moi, des pas se sont approchés. Les pantoufles de Lydie, douces sur le bois. Je n'ai pas levé les yeux. « Richie » a-t-elle dit doucement, comme si j'étais un chien craintif. « Chérie, tu es rentré tôt. » J'ai remis le beignet dans la boîte. Méan était maladroite. La boîte était maintenant tachée, comme tout mon après-midi. « Ouais », ai-je réussi à dire, ma voix sortant rauque. Problème de chaudière. Je m'en suis occupé. Lydie s'est agenouillée à côté de moi, m'aidant à fermer le couvercle. Elle sentait le dentifrice à la menthe et la lessive. « Oh » a-t-elle dit, d'un ton trop enjoué. « C'est bien. » Je ne la regardais toujours pas. Je ne pouvais pas. Pas encore. Par-dessus son épaule, j'ai vu Manon dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Elle avait les bras croisés, le visage vide, mais ses yeux étaient vifs, mesurants, calculants. Elle a souri, et ça n'atteignait pas ses yeux. « Salut, papa » a-t-elle dit. « Papa. » J'ai senti quelque chose bouger en moi, pas se briser d'un coup, mais glisser, comme un boulon qui se dessert. « Salut » ai-je répondu, et j'ai détesté à quel point ma voix paraissait normale. Lydie s'est relevée, lissant son pull. « Tu n'avais pas besoin d'apporter des pâtisseries. »« J'étais sur le chemin » ai-je dit. Je me suis raclé la gorge. « Je pensais que ça vous plairait. » Manon s'est approchée et a pioché dans la boîte comme si de rien n'était, comme si je ne venais pas de l'entendre parler de falsifier ma signature. Elle a attrapé un chausson aux pommes et a pris une bouchée. « a-t-elle dit, la bouche pleine. Toujours les meilleurs de la ville. » Je l'ai regardé mâcher et j'ai réalisé quelque chose qui m'a tordu l'estomac plus fort que le froid extérieur n'aurait jamais pu le faire. Elle jouait la comédie. Et j'étais le seul à ne pas avoir de scénario. Alors, j'ai hoché la tête une fois comme si tout allait bien, comme si je les croyais. Puis, j'ai pris la boîte de pâtisserie et je l'ai portée dans la cuisine, passant juste à côté du dossier manille avec mon nom dessus, juste à côté du post-it bleu qui disait « Ne pas déplacer ». J'ai posé la boîte sur la table et je me suis forcé à sourire. Dans ma tête, cependant, une autre sorte de voix avait commencé à se faire entendre calme, posée et plus froide que le murmure de Lydie. « Bon, Richie. Trouve la fuite. Coupe l'eau. Ensuite, fais-les regarder ce qui se passe quand tu le fais. » Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas dans le sens où les gens l'entendent quand ils disent qu'ils se sont tournés et retournés dans leur lit. Je suis resté allongé sur le dos, fixant le ventilateur de plafond qui faisait un tour lent et fatigué après l'autre, écoutant la respiration de Lydie à côté de moi comme si elle venait d'une autre maison. Toutes les quelques minutes, mon esprit rejouait les mêmes mots encore et encore, « S'il la prend, nous perdons tout. » À un moment donné après minuit, je me suis glissé hors du lit sans la réveiller. Le sol était froid sous mes pieds. Je suis resté un long moment dans le couloir, à écouter, m'assurant que Lydie et Manon dormaient toutes les deux. Quand on a travaillé dans la maintenance aussi longtemps que moi, on apprend à reconnaître le son d'un bâtiment au repos. La maison était silencieuse de cette manière profonde et honnête. Pas de bruit de pas, pas de voix, juste le déclic du thermostat qui s'enclenche. Je suis allé dans la chambre d'amis que nous utilisions comme bureau. La porte a grincé un tout petit peu. J'ai grimacé et je me suis arrêté, le cœur battant, mais rien n'a bougé. J'ai allumé la lampe de bureau et j'ai fermé la porte derrière moi.
La lumière est tombée sur un désordre que j'avais ignoré pendant des années, des piles de vieilles déclarations d'impôts, des manuels d'instruction pour des appareils que nous ne possédions plus, des cartes d'anniversaire que Lydie ne pouvait pas se résoudre à jeter. Dans le coin se trouvait le classeur, une chose grise et cabossée que j'avais achetée pour 20 € lors d'une vente de surplus de la mairie. J'ai ouvert le tiroir du haut. Les dossiers ont glissé les uns contre les autres avec un murmure sec. Facture, assurance, médicale, prêt immobilier. Mes doigts ont hésité sur ce dernier. Doucement, me suis-je murmuré, comme je le faisais pour desserrer un boulon rouillé. Lentement et sûrement. J'ai sorti le dossier du prêt immobilier et je l'ai posé à plat sur le bureau. Les documents originaux étaient là, comme il se doit. Ma signature, la signature de Lydie, des dates dont je me souvenais. J'ai ressenti une petite et sotte vague de soulagement. Tu vois, mon cerveau a essayé de dire, tu imagines des choses. Puis j'ai ouvert le deuxième tiroir. C'est là que se trouvaient les documents plus récents. Une épaisse enveloppe de la caisse de crédit, pliée serrée. Un relevé imprimé avec un logo que j'ai immédiatement reconnu, Crédit Mutuel de Touraine, le même endroit où Lydie et moi avions nos comptes depuis avant que Manon n'ait son permis de conduire. Mes yeux sont allés directement aux mots imprimés en gras, prêt garanti. Ma poitrine s'est serrée. J'ai pris le relevé, mes doigts tremblant juste assez pour que je le remarque. Le chiffre a dansé une seconde avant de se fixer. Montant, taux d'intérêt, durée, puis la ligne qui m'a fait tomber l'estomac, garantie, résidence principale. Notre maison. Ma maison. 30 ans de levers matinaux, d'heures supplémentaires, de vacances sacrifiées. L'endroit où j'avais remplacé les ardoises moi-même pour économiser quelques milliers d'euros. L'endroit où je comptais vieillir. J'ai tourné la page. C'était là, mon nom, ma signature, ou quelque chose qui était censé l'être. Je me suis penché en arrière dans le fauteuil et j'ai fermé les yeux. Pendant un long moment, je ne pouvais plus respirer. C'était comme si quelqu'un avait posé une main sur ma poitrine et avait décidé de voir combien de temps je pouvais tenir. J'ai rouvert les yeux et j'ai étudié la signature comme si c'était une pièce cassée sous une lampe de poche. Elle n'était pas correcte. Proche, bien sûr. Assez proche pour tromper un regard rapide, mais pas correcte. Le R penchait trop en avant. La barre du T était trop courte. La pression était inégale, forte là où ma main se levait habituellement. C'était comme regarder un boulon qui avait été vissé de travers assez serré pour tenir un moment, mais condamné à se foirer sous la pression. Je n'ai pas signé ça, ai-je chuchoté. Les mots flottaient dans l'air, inutiles mais nécessaires. J'ai continué à chercher. Un autre relevé, puis un autre. Des impressions de courriel et une confirmation de changement d'adresse. L'adresse de l'appartement de Manon. J'ai vérifié la date sur celui-ci et j'ai senti quelque chose se glacer dans ma poitrine. Il y a 3 mois. 3 mois qu'elle faisait ça dans mon dos. J'ai jeté un coup d'œil à la porte, m'attendant à moitié à ce que Lydie fasse irruption et exige de savoir ce que je faisais. Mais la maison est restée silencieuse, indifférente. J'ai pensé à la réveiller, à la secouer, à la forcer à s'expliquer, mais je ne l'ai pas fait, parce qu'une autre pensée s'était glissée en moi, lente et lourde, si je leur fais savoir que je sais, je perds le contrôle. Et le contrôle était la seule chose qui empêchait tout le système d'exploser. Au lever du soleil, mes yeux me brûlaient et ma tête me lançait. J'ai tout remis exactement où je l'avais trouvé. Les dossiers sont retournés dans le même ordre. Le tiroir s'est refermé avec la même douce résistance. J'ai éteint la lampe et je suis resté là, dans le bureau sombre, à écouter la maison se réveiller. Lydie était déjà dans la cuisine quand je suis sorti. Le café infusait, la radio était à faible volume, réglée sur la station locale France Bleu qui parlait plus de la météo et des nouvelles régionales que de politique. Elle a souri en me voyant. Tu as l'air fatigué. Pas très bien dormi, ai-je dit. Ce n'était pas un mensonge. Manon est sortie de sa chambre une minute plus tard, les cheveux relevés, le téléphone à la main. Elle m'a fait un rapide câlin comme elle le faisait toujours. Bonjour, papa. Bonjour, ai-je dit, et ma voix n'a pas flanché. C'était comme une victoire. J'ai mangé ma tartine. J'ai bu mon café. Je les ai écoutés parler de rien, la circulation sur la 10, un patient au bureau de Lydie qui n'arrêtait pas de se plaindre, un entretien d'embauche que Manon avait bientôt.
Chaque mot me semblait peser une tonne. Après le petit déjeuner, Lydie a attrapé son sac à main. « Je risque d'être en retard ce soir », a-t-elle dit. Inventaire au bureau. « D'accord », ai-je répondu. Manon a fait un signe de la main. « J'ai des courses à faire. » Elles sont parties ensemble, riant de quelque chose que je n'ai pas saisi. La porte d'entrée s'est fermée. Je suis resté seul dans la cuisine, fixant le comptoir où se trouvait le dossier Manille la veille. Il avait disparu maintenant. J'ai expiré lentement. Très bien, ai-je dit à la pièce vide. Voyons à quel point c'est grave. Cet après-midi-là, au lieu de retourner au bureau de la maintenance, j'ai conduit jusqu'à la caisse de crédit. Le Crédit Mutuel de Touraine se trouvait dans un bâtiment bas en briques près d'une zone commerciale, comme toujours. J'y étais entré une centaine de fois sans y penser. Cette fois, mes paumes étaient moites sur le volant. À l'intérieur, ça sentait le nettoyant pour moquette et le tonneur d'imprimante. Une télévision à écran plat dans le coin diffusait des informations en sourdine. Je ne suis pas allé au comptoir. Je me suis assis dans la salle d'attente avec une brochure sur les comptes épargne et j'ai regardé les gens aller et venir. Un jeune couple ouvrant son premier compte joint. Une femme âgée encaissant un chèque. La vie ordinaire, qui suivait son cours comme si de rien n'était. Finalement, j'ai reconnu un homme sortant d'un bureau au fond du couloir, Franck Dubois. Il était plus âgé que moi, début de la soixantaine, avec des cheveux gris clairsemés et une démarche qui suggérait que ses genoux se plaignaient autant que les miens. Nous nous connaissions depuis des années, pas très bien, mais suffisamment. Son fils était allé dans l'une des écoles que je gérais, et nous nous étions croisés plus d'une fois au foyer des anciens combattants. Je me suis levé. Franck, ai-je appelé doucement. Il a levé les yeux, a plissé les paupières, puis a souri. Richard Hébert. Ça fait un bail que je ne t'ai pas vu. Tu as une minute, ai-je demandé. Il a étudié mon visage une demi-seconde de plus que la politesse ne l'exigeait. Ouais, a-t-il dit lentement. Je crois bien. Il m'a fait signe d'entrer dans son bureau et a fermé la porte. Qu'est-ce qui se passe, a-t-il demandé en se penchant en arrière dans son fauteuil. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne lui ai pas tout déballé. J'ai juste fait glisser le relevé de près sur le bureau. Les yeux de Franck se sont posés dessus. Son sourire a disparu. Il l'a lu une fois, puis une deuxième. C'est toi qui as signé ça, a-t-il demandé. Non, ai-je dit. Il a hoché la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. C'est bien ce que je pensais. Ça m'a effrayé plus que tout. Il s'est penché en avant. Tu le sais depuis quand? Moins d'une journée, ai-je dit. C'est grave? Franck a soupiré. Ça dépend de ce que tu fais maintenant. Il a tapoté le papier. Ce n'est pas rien, Richard. Mais ce n'est pas la fin non plus. Pas encore. J'ai senti mes épaules s'affaisser un peu. Elles ont dit, je me suis arrêté. Je les ai entendues. Ma femme et ma belle-fille. Elles pensent que si je la prends, nous perdons tout. Franck a secoué la tête. Les gens disent beaucoup de choses quand ils ont peur. Il a croisé mon regard. Tu ne perds pas tout en la prenant. Tu perds tout en ne faisant rien. Je suis resté assis là, les mains jointes, et j'ai senti quelque chose changer à nouveau en moi. Pas se briser. Se fixer. J'ai quitté la caisse de crédit 1 heure plus tard, la tête pleine de termes que je n'avais jamais voulu apprendre et une certitude, ce n'était pas une fuite que l'on pouvait ignorer en espérant qu'elle s'arrête d'elle-même. C'était une rupture. Et si je ne la colmatais pas de la bonne manière, elle allait inonder tout ce qu'il me restait. Franck n'a pas essayé de me faire peur. Ça, c'est venu plus tard, tout seul. Ce qu'il a fait cet après-midi-là était pire, d'une manière plus silencieuse. Il a expliqué les choses calmement, comme un homme qui vous montre une poutre fissurée et qui vous fait confiance pour comprendre ce que cela signifie. Il s'est penché en arrière dans son fauteuil, les mains croisées sur son ventre. La première chose que tu dois savoir, Richard, c'est que ce n'est pas seulement une question de signature. C'est une question de divulgation. Divulgation, ai-je répété. Il a hoché la tête. Quand on utilise une résidence principale comme garantie, toutes les parties propriétaires doivent être pleinement informées. Pas seulement signer, informer.
Si cela ne s'est pas produit, si des informations importantes ont été cachées, il y a un problème. Un gros problème. J'ai fixé le papier sur son bureau. Alors, qu'est-ce que je fais? Frank n'a pas répondu tout de suite. Il s'est levé, s'est approché de la fenêtre et a regardé le parking où un couple se disputait tranquillement à côté d'un monospace. Avant de te répondre, a-t-il dit, laisse-moi te dire quelque chose. Il s'est retourné vers moi, son expression plus douce maintenant. Tu n'es pas le premier homme à s'asseoir dans ce fauteuil avec cette expression sur le visage. J'ai levé les yeux. Toi. Frank a grogné une fois, sans humour. Ouais, moi. Il s'est rassis lentement. Il y a 20 ans, mon ex-femme a contracté une ligne de crédit en utilisant notre maison. Elle a dit que c'était pour des rénovations et cuisine, salle de bain, tout ça. En fait, c'était pour maintenir à flot l'entreprise de son frère. Je ne l'ai su que lorsqu'un avis est arrivé par la poste avec mon nom dessus. Ma poitrine s'est serrée. Que s'est-il passé? Je me suis figé, a-t-il dit. Comme toi. Je pensais que si je ne bougeais pas, ça n'empirerait peut-être pas. Et ça a empiré, a-t-il dit simplement. J'ai attendu. J'ai fait confiance. Et le temps que j'agisse, le mal était déjà fait. Il s'est penché en avant. Je te dis ça pour que tu ne fasses pas la même erreur que moi. La pièce m'a soudain semblé plus petite. Frank a tapoté le bureau. Voici la bonne nouvelle. Tu as découvert ça tôt, et tu ne les as pas encore confrontés. J'ai failli le faire, ai-je admis. Je sais, a-t-il dit. La plupart des hommes l'auraient fait. C'est là que les choses dérapent. Il a fouillé dans un tiroir et en a sorti un bloc-notes jaune, le faisant glisser vers moi. Note ça. J'ai pris le stylo avec des doigts qui ne semblaient toujours pas tout à fait stables. Étape 1, a dit Frank. Tu ne dévoiles pas ton jeu. Ni à ta femme, ni à ta belle-fille, à personne. J'ai écrit. Étape 2, a-t-il continué. Tu te renseignes. Ne compte pas sur moi. Ne compte pas uniquement sur un avocat. Tu dois comprendre ce qui se passe pour ne pas te faire manipuler. J'ai levé les yeux. Comment? Bibliothèque, a-t-il dit. Bibliothèque municipale. Ils ont des guides sur le crédit à la consommation, des trucs en langage simple. Cherche les prêts garantis, la divulgation entre conjoints, les signatures falsifiées ou non autorisées. Prends des notes. J'ai hoché la tête lentement. Étape 3, a-t-il dit, tu documentes tout. Copie, date, capture d'écran. Si ça existe, tu en gardes une trace. Et ensuite, ai-je demandé. Frank a expiré. Ensuite, on parle à la caisse de crédit. Examen interne, plainte formelle, peut-être un avocat. Mais seulement quand tu seras prêt. Je me suis adossé à mon fauteuil, le bloc-notes lourd sur mon genou. Et pour elle? Les yeux de Frank se sont levés. C'est la partie la plus difficile. Il a hésité. Tu vas devoir vivre comme si de rien n'était pendant un certain temps. J'ai dégluti. Je ne sais pas si je peux faire ça. Tu peux, a-t-il dit doucement, parce que l'alternative est pire. J'ai quitté son bureau avec l'impression qu'on m'avait donné la carte d'un champ de mine. Utile, mais terrifiant. Ce soir-là, je ne suis pas rentré tout de suite. Je suis passé en voiture devant le foyer des anciens combattants sur le boulevard Jean Jaurès, celui avec le drapeau délavé devant et le parking qui sentait toujours un peu la cigarette et la vieille huile. J'ai failli m'arrêter par habitude, puis j'ai continué ma route. Au lieu de cela, je suis allé à la bibliothèque municipale, en centre-ville. C'était plus calme que je ne l'avais prévu, chaleureux, sûr d'une manière que ma maison ne me semblait plus. Je me suis assis à une longue table en bois sous une lampe à abat-jour vert et j'ai commencé à sortir des livres des étagères, crédit à la consommation, prêt sur valeur domiciliaire, droit de l'emprunteur. Je ne lisais pas comme un avocat. Je lisais comme un agent de maintenance, à la recherche de schémas, de points faibles, d'endroits où les choses cèdent. Au moment où la bibliothécaire a annoncé la fermeture, mon carnet était à moitié rempli. J'ai appris des choses sur la fausse déclaration matérielle, sur l'obligation de divulgation, sur la façon dont une signature pouvait être considérée comme invalide si elle était obtenue sous de faux prétextes.
J'ai aussi appris autre chose, je n'étais pas fou. La semaine suivante, je me suis installé dans une routine que je n'avais jamais voulu. Pendant la journée, j'allais au travail comme toujours. Je réparais des chaudières. Je remplaçais des vannes. Je signais des bons de travail, des vrais, avec ma vraie signature. Je regardais ma propre main attentivement, comme on le fait quand on se rend compte que quelqu'un l'a imité. Le soir, je jouais mon rôle. Lydie préparait le dîner. Nous regardions les nouvelles. Elle se plaignait d'avoir mal aux pieds. Je hochais la tête au bon moment. Manon allait et venait. Elle parlait de pistes d'emploi qui ne se concrétisaient jamais. Elle m'a demandé si j'avais déjà regardé son CV. Bientôt, lui ai-je dit. À l'intérieur, quelque chose de froid s'est installé. Dimanche soir, nous nous sommes assis pour dîner ensemble, hachis parmentier, haricots verts. Lydie a allumé une bougie comme si c'était une occasion spéciale. Manon a ri de quelque chose qu'elle avait vu en ligne. J'ai mâché, avalé et dit nonchalamment, le carrefour était bondé aujourd'hui. Tout le monde doit se préparer pour les fêtes. Lydie a souri. Je dois acheter du sucre glace. Manon a hoché la tête. Moi aussi. Je l'ai regardé en pensant, tu as falsifié mon nom et tu parles de sucre glace. Mais ce que j'ai dit, c'est, ils ont déplacé le rayon de la farine. J'ai mis 10 minutes à le trouver. Lydie a ri. Ça ne m'étonne pas. Je me suis excusé après le dîner et je suis descendu à la cave pour vérifier une fuite. Là-bas, entouré de murs en pierre et de tuyaux apparents, je me sentais plus chez moi que je ne l'avais été depuis des semaines. J'ai sorti le dossier que j'avais copié et je me suis assis sur la dernière marche, le relisant. Il y avait de la peur, oui, et de la colère. Mais il y avait aussi autre chose maintenant, de la clarté. Je n'avais pas affaire à des monstres. J'avais affaire à des gens qui s'étaient convaincus que franchir une ligne les sauverait. Ils avaient tort. Et pour la première fois depuis cet après-midi dans la cuisine, j'ai senti une sorte d'équilibre revenir. Je savais ce que je devais faire. Je devais juste le faire sans scier. La première fissure est apparue un mercredi soir, le genre de jour de semaine tranquille où rien de dramatique n'est censé se produire. Je suis rentré juste après 18 heures. La neige avait commencé à tomber en fins flocons paresseux, le genre qui n'a pas l'air dangereux jusqu'à ce qu'il ait tout recouvert. Lydie était déjà à la maison, debout devant la cuisinière, remuant quelque chose qui sentait la sauce tomate et l'ail. « Tu es en retard » a-t-elle dit sans se retourner. L'inspection de la chaudière a duré plus longtemps, ai-je répondu. C'était assez vrai, c'était toujours le cas quand j'avais besoin d'une excuse. Elle a hoché la tête, mais quelque chose dans sa posture semblait raide. La cuillère en bois a raclé le fond de la casserole un peu plus fort que d'habitude. Manon n'était pas encore là. Nous avons mangé dans un silence relatif. La radio murmurait en arrière-plan et les nouvelles locales, un bulletin de circulation, un rappel pour une prochaine collecte de sang dans une église du quartier. La vie normale, faisant de son mieux pour continuer. Au milieu du dîner, Lydie a posé sa fourchette. Alors, a-t-elle dit d'un ton trop désinvolte, tu as été distrait ces derniers temps. Je l'ai regardé. Ah oui? Elle a croisé mon regard et l'a soutenu. Tu as été silencieux. Tu es plus souvent sur ton téléphone. Et tu es allé à la caisse de crédit la semaine dernière. Voilà. J'ai senti mon pouce accélérer, mais mon visage est resté impassible. Des années à traiter avec des directeurs d'école m'avaient appris à faire ça. J'avais quelques questions sur la retraite, ai-je dit. Je ne rajeunis pas. C'est drôle, a-t-elle dit en forçant un sourire. Parce que Franck a appelé ici hier. Ma poitrine s'est resserrée. Franck? Elle a hoché la tête. Il te demandait. Il a dit que c'était pour des papiers. J'ai pris une lente gorgée d'eau, m'achetant une seconde. Ouais, ai-je dit d'une voix égale. Je lui ai demandé quelque chose. Je ne pensais pas que c'était important. Lydie m'a étudié comme si elle essayait de lire une jauge qu'elle ne comprenait pas entièrement. Eh bien, a-t-elle dit en reprenant sa fourchette, tu devrais me dire quand ce genre de choses arrive. J'ai hoché la tête. Tu as raison. Elle s'est un peu détendue, mais le mal était fait. Le système avait commencé à cliqueter. Plus tard dans la soirée,
Après que Manon soit rentrée et ait disparu dans sa chambre, Lydie m'a suivi dans le salon. Je faisais semblant de regarder la télévision, une rediffusion dont je me fichais. « Richard » a-t-elle dit doucement en s'asseyant à côté de moi. « Est-ce que tout va bien ?» J'ai coupé le son de la télévision. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle a hésité. « Tu sembles juste distant. Comme si tu étais ailleurs. » Pendant un moment, j'ai failli tout lui dire. Le dossier, la signature, les nuits à la bibliothèque, la planification silencieuse. Mais ensuite, elle a dit quelque chose qui a fermé cette porte. Tu sais, a-t-elle ajouté, les yeux se plissant juste un peu, parfois les hommes deviennent distants quand il y a quelqu'un d'autre. Les mots flottaient entre nous. Quelqu'un d'autre ? Je l'ai regardée, stupéfait. De toutes les choses dont elle aurait pu m'accuser, c'était celle à laquelle je ne m'étais jamais attendu. Tu es sérieuse ? ai-je demandé. Elle a haussé les épaules, essayant d'avoir l'air désinvolte, mais je pouvais voir le calcul derrière. Je dis juste que ça arrive. À ce moment-là, quelque chose en moi est devenu très immobile. Ce n'était plus seulement de la peur. C'était de la déviation. Du détournement cognitif, si vous voulez utiliser le terme à la mode, tourner la lumière pour que les ombres se projettent sur moi plutôt que sur elle. Non, ai-je dit doucement. Il n'y a personne d'autre. Elle m'a observé attentivement, comme si elle espérait que je craque. Quand je ne l'ai pas fait, elle s'est levée. D'accord, a-t-elle dit. Je voulais juste être sûre. Elle est allée se coucher sans un mot de plus. Je suis resté assis là longtemps après le générique de fin de la télévision, la mâchoire si serrée qu'elle me faisait mal. Le lendemain, Manon m'a appelé alors que j'étais au travail. J'étais dans la salle des machines d'un collège, le bruit des machines bourdonnant autour de moi. « Salut, papa » a-t-elle dit. Sa voix était tendue. « Maman dit que tu as posé des questions. » Je planifie juste l'avenir, ai-je dit. Il y a eu une pause sur la ligne. « Tu ne fais rien, n'est-ce pas » a-t-elle demandé. Je me suis appuyé contre un mur en béton, le froid s'infiltrant à travers ma veste. « Faire quoi ? » Tu sais, a-t-elle dit rapidement. Quelque chose qui pourrait compliquer les choses. Compliquer les choses. Ma main s'est resserrée sur le téléphone. Pourquoi ferais-je ça ? Une autre pause, puis plus doucement, presque suppliante. Parce que si ça explose, Richard, je perds tout. Voilà encore. La même phrase. J'ai fermé les yeux. Manon, ai-je dit lentement. Savais-tu que mon nom était sur ces papiers ? Elle a eu un hoquet. Papa, savais-tu, ai-je répété. Silence. Ce silence m'a tout dit. S'il te plaît, a-t-elle dit finalement, sa voix se brisant. J'ai fait une bêtise. J'essayais de réparer ça. Si tu interviens maintenant, tout s'effondre. Je l'ai imaginé à 5 ans, assise sur mes épaules à la fête du 14 juillet, agitant un petit drapeau. J'ai imaginé la nuit où je l'ai aidé à emménager dans sa chambre d'étudiante, portant des cartons sur 3 étages. Ma gorge me brûlait. Je ne peux pas réparer ça pour toi, ai-je dit. Pas de cette façon. Sa voix s'est durcie. Alors, tu choisis ça plutôt que moi. J'ai dégluti. Je choisis de ne pas disparaître. Elle a raccroché sans un mot de plus. Cette nuit-là, seul à la cave, je me suis assis sur les marches froides avec une pile de documents copiés sur mes genoux. Le sol sentait l'humidité. Un tuyau goûtait quelque part derrière le mur lent, régulier, impossible à ignorer une fois qu'on l'avait remarqué. J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais dit qu'il était plus facile de maintenir la paix, toutes les fois où j'avais rafistolé quelque chose au lieu de le remplacer. Ce n'était pas un simple rafistolage. J'ai appelé l'avocat que Franck m'avait recommandé, j'ai laissé un message et j'ai enclenché la prochaine étape. En montant les escaliers, j'ai jeté un coup d'œil à la photo de famille accrochée au mur. Lydie, Manon, moi, tous souriant devant la maison que nous avions failli perdre. J'ai failli m'arrêter, ai-je chuchoté à la cave vide, mais pas cette fois. La réunion était prévue à 10 h du matin un jeudi. Je suis arrivé au Crédit Mutuel de Touraine à 9h42 et je me suis assis dans mon camion, moteur éteint, regardant ma buée embuer le pare-brise. La neige de la nuit précédente avait été déblayée en tas gris le long du trottoir.
Le bâtiment avait le même aspect que toujours, briques basses, enseigne bleue. Rien de dramatique. Cela semblait juste, car les moments les plus importants de la vie arrivent rarement avec des sirènes d'alerte. Ils arrivent silencieusement, comme une tempête qu'on n'entend pas avant que le toit ne commence à gémir. Je portais un mince dossier sous mon bras en entrant. Il contenait des copies propres, organisées, avec des onglets. Franck m'avait aidé à le préparer, mais chaque page était passée entre mes mains au moins 2 fois. Je les connaissais comme je connaissais les schémas des vieilles chaudières. Je pouvais vous dire où se trouvaient les points faibles sans regarder. Lydie et Manon étaient déjà là. Elles étaient assises côte à côte dans la petite salle de conférence aux parois de verre, Lydie serrant son sac à main sur ses genoux, Manon tapant du talon contre le pied de la chaise comme si elle attendait un bus. Quand elles m'ont vu, elles se sont toutes les deux raidies. « Richard » a dit Lydie en forçant un sourire. « Je ne savais pas que tu venais. » « J'ai demandé à être là » ai-je répondu. Les yeux de Manon se sont tournés vers le dossier, sa mâchoire s'est crispée. Un homme en costume gris est entré un instant plus tard, suivi d'une femme avec une tablette. L'homme s'est présenté comme étant Marc Elie, le directeur de l'agence. La femme était du service de la conformité. Ils se sont serrés la main, polis, professionnels. « Merci à tous d'être venus » a dit Marc. « Nous sommes ici pour examiner un prêt garanti et aborder certaines préoccupations qui ont été soulevées. » Préoccupations. Lydie m'a regardé d'un air sec. « Quelle préoccupation ?» Je n'ai pas répondu. J'ai pris ma place et j'ai posé le dossier sur la table, le faisant avancer d'1 pouce. Marc l'a remarqué. Ses yeux se sont attardés dessus. « Nous allons commencer par confirmer les détails du prêt » a-t-il dit en affichant des informations sur son écran. Ce prêt a été émis il y a 4 mois, garanti par la résidence des Hébert. Signature des 2 propriétaires au dossier. Lydie a hoché la tête rapidement. Oui, c'est exact. Manon n'a rien dit. Marc s'est tourné vers moi. Monsieur Hébert, reconnaissez-vous ce prêt? J'ai croisé les mains devant moi. Mes paumes étaient moites, mais ma voix est sortie ferme. Non, ai-je dit, je ne le reconnais pas. La pièce est devenue très silencieuse. Lydie s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés. Richard, je n'ai jamais autorisé ce prêt, ai-je continué. Je n'ai pas été informé de son but, et la signature qui m'est attribuée n'est pas la mienne. Le talon de Manon a cessé de taper. L'agente de conformité a légèrement haussé les sourcils. Monsieur Hébert, alléguez-vous une falsification? J'allègue une fausse déclaration, ai-je dit. Et un défaut de divulgation. Marc s'est raclé la gorge. C'est une accusation grave. Utiliser la maison d'un homme comme garantie sans son consentement l'est aussi, ai-je répliqué. Le visage de Lydie était devenu pâle. Richard, s'il te plaît, a-t-elle chuchoté. On peut en parler à la maison. Je l'ai regardé, puis je l'ai vraiment regardé. Nous en parlons, ai-je dit. Ici, là où il le faut. J'ai ouvert mon dossier et j'ai sorti le premier document. Voici ma signature, ai-je dit en montrant un bon de travail de mon emploi. Et voici la signature sur le prêt. Je les ai placés côte à côte. Pas besoin d'être un expert en graphologie pour voir qu'elles ne correspondent pas, ai-je dit. Pression différente, très différent. C'est comme un raccord qui semble presque s'ajuster, mais pas tout à fait. L'agente de conformité s'est penchée en avant, étudiant les pages. Manon a finalement parlé. Papa, je t'ai dit, j'ai levé la main, pas avec colère, juste assez pour l'arrêter. Laisse-moi finir, ai-je dit. J'ai fait glisser un autre document. Ceci montre que l'adresse postale a été changée pour un appartement où je ne réside pas. Je n'en ai pas été informé. Cette confirmation par courriel a été envoyée à un compte que je ne contrôle pas. Lydie a eu un hoquet. J'ai seulement fait ça parce que vous ne vouliez pas que je le voie, ai-je dit calmement. Les mots ont atterri plus lourdement que des cris n'auraient jamais pu le faire. Marc s'est frotté le menton. Madame Hébert, a-t-il dit à Lydie. Saviez-vous que votre mari n'avait pas examiné ces documents? Les yeux de Lydie se sont remplis de larmes. Je pensais qu'il me faisait confiance. Et avez-vous divulgué les risques associés au prêt, a demandé l'agente de conformité. Lydie n'a pas répondu.
Manon s'est agitée sur sa chaise. Maman ne comprenait pas tout, a-t-elle dit rapidement. C'est moi qui me suis occupé des papiers. Je lui ai expliqué. La tête de l'agente de conformité s'est tournée brusquement vers elle. C'est vous qui vous êtes occupé des papiers? Manon s'est figée. Oui, a-t-elle dit après un moment. Je veux dire, elle m'a demandé de l'aide. Saviez-vous que la signature n'était pas la sienne, a demandé l'agente de conformité. La question flottait dans l'air comme une clé à molette qu'on aurait lâchée. Manon a regardé Lydie, puis moi. Je savais qu'elle ne serait peut-être pas exacte, a-t-elle dit doucement. Mais nous avions besoin du prêt. L'entreprise était en train de couler. Si nous n'agissions pas vite, alors, tu savais, ai-je dit. Ses épaules se sont affaissées. Lydie a couvert sa bouche avec sa main. Manon, a-t-elle chuchoté. Tu avais dit, j'ai dit que ça irait. A lâché Manon. J'ai dit qu'il ne le saurait jamais. Voilà. C'était dit. Pas de chuchotement, pas de coin de cuisine. L'agente de conformité a tapé quelques notes sur sa tablette. Merci, a-t-elle dit froidement. Cela répond à plusieurs questions. Marc a expiré slowly. Compte tenu de ce qui a été révélé, ce prêt sera gelé immédiatement en attendant une enquête. D'autres mesures pourraient être nécessaires. Lydie s'est alors mise à pleurer, pas fort, juste un son silencieux et brisé. Manon regardait droit devant elle, le visage crispé. Je n'ai ressenti aucun triomphe, aucune euphorie, juste un sentiment profond et constant que quelque chose était en train d'être remis en ordre. Je ne suis pas ici pour punir qui que ce soit, ai-je dit. Je suis ici pour arrêter les dégâts. J'ai fermé le dossier. Je peux pardonner, ai-je ajouté en croisant le regard de Manon, mais l'équité doit être respectée. Personne n'a discuté. La réunion s'est terminée peu après. Des papiers ont été collectés, des déclarations ont été faites. Lydie ne m'a pas touché en sortant. Manon s'est précipitée devant, les épaules voûtées. Je suis resté un moment, puis j'ai suivi. Dehors, l'air était vif et pur. Le ciel était d'un bleu pâle, comme s'il avait été lavé. Je suis resté sur le trottoir et j'ai laissé le froid me mordre le visage. Pour la première fois depuis des mois, je savais exactement où j'en étais. Je ne suis pas rentré avec elle. Lydie a demandé si nous pouvions parler là, sur le parking, sa voix mince et tremblante. Mais je lui ai dit que j'avais besoin de temps. Et pour une fois, je ne me suis pas expliqué. Je n'ai pas adouci les choses. Je l'ai juste dit simplement, comme un homme passant un ordre de travail. J'ai besoin d'espace, ai-je dit. Nous parlerons plus tard. Manon n'a pas dit un mot. Elle a gardé les yeux sur son téléphone, comme s'il se passait quelque chose d'urgent sur cet écran qui requérait toute son attention. Je reconnaissais ce regard maintenant. Ce n'était pas de la distraction. C'était de l'évitement. Je suis monté dans mon camion et j'ai conduit. Pas loin, juste assez loin pour respirer. J'ai fini au jardin des Prés-Bandoé, le petit parc près de la rivière. La neige étouffait tout. Quelques canards se tenaient là, l'air offensé par le temps. Je me suis assis sur un banc, les mains enfoncées dans les poches de mon manteau, et j'ai laissé le calme s'installer. Pour la première fois depuis cet après-midi dans ma cuisine, ma poitrine ne me serrait plus. La caisse de crédit a gelé le prêt le jour même. Une enquête formelle a suivi et déposition, paperasse, avocat parlant sur des tons prudents. Ce n'était pas rapide. Ce n'était pas propre, mais c'était juste. Lydie a emménagé chez sa sœur pendant un certain temps. Manon a complètement cessé de passer. La maison semblait immense sans elle. Au début, le silence me faisait peur. J'avais passé la majeure partie de ma vie à remplir le silence de responsabilité, à réparer des choses, à subvenir aux besoins, à arrondir les angles. Maintenant, il n'y avait rien à réparer, sauf moi-même. Alors, j'ai commencé petit. J'ai rangé la chambre d'amis, celle qui était devenue un cimetière de paperasse. J'ai donné des boîtes de vieux trucs à Emmaüs. J'ai déchiqueté les documents dont je n'avais plus besoin. Chaque sac que je sortais me semblait être un poids en moins sur mes épaules. Un mois plus tard, j'ai mis la maison en vente. Les gens en ont été surpris. Franck m'a demandé si j'étais sûr. Lydie a pleuré quand elle l'a appris.
Manon m'a accusé d'effacer la famille. Mais voici la vérité que personne n'aime entendre parfois, la seule façon de se sauver est de s'éloigner de ce qui a failli vous détruire. J'ai acheté un petit 2 pièces non loin du travail. Rien d'extraordinaire, des lignes épurées, des tuyaux neufs. Tout fonctionnait comme il se doit. La première nuit là-bas, j'ai dormi d'une traite jusqu'au matin. Lors de mon deuxième week-end, j'ai remarqué que le robinet de la cuisine fuyait lentement. Juste une goutte toutes les quelques secondes. L'ancien moi l'aurait ignoré pendant des semaines. Cette fois, je l'ai réparé tout de suite. J'ai coupé l'eau, remplacé le joint, tout resserré jusqu'à ce que ce soit parfaitement ajusté. Quand j'ai rouvert le robinet, la fuite avait disparu. Je suis resté là plus longtemps que nécessaire, à écouter le silence. Quelques semaines plus tard, j'ai de nouveau croisé Franck, cette fois à la salle des fêtes après un loto. Nous nous sommes assis avec des assiettes en carton et du mauvais café. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. « Ouais. Mieux que bien. » Il a souri. « C'est bien. » J'ai pensé à tout ce que j'avais perdu et à tout ce que je n'avais pas perdu. Je ne suis pas reparti avec la maison, ai-je dit, mais je suis reparti avec mon nom. Franck a levé sa tasse. Ça vaut plus. Lydie et moi nous parlons maintenant, prudemment. Honnêtement. Ce qui se passera ensuite, je ne le sais pas encore. Mais pour la première fois depuis longtemps, quoi qu'il arrive, ce sera construit sur la vérité. Et Manon, j'espère toujours qu'elle trouvera son équilibre. J'espère qu'elle apprendra que les raccourcis coûtent toujours plus cher au final. Quant à moi, je me